Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Le cyberharcèlement, c'est quelque chose de violent. Il faut être très solide. Quand vous avez une vague de personnes qui se jettent sur vous et qui se mettent, enfin, des personnes qui disent des choses qui sont inexactes, ça peut vous rendre, enfin, vraiment, vous pouvez dérailler. Chers membres de la famille des funérailles des tabous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle formule, cette nouvelle édition des funérailles des tabous. Je m'appelle Christian Kamschweng. Et je m'appelle Alison Dacruz. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de faire partie de cette aventure en tant que nouvelle animateur et animatrice. Et on vous propose une nouvelle version de l'émission. Ensemble, nous inaugurons une nouvelle formule qui reste fidèle à l'esprit de l'émission, tout en apportant des changements importants. Nous continuerons à traiter des sujets qui concernent le monde noir, le continent africain, les Outre-mer et la diaspora afro à travers le monde. Vous, spectateurs, faites partie de ce changement. C'est votre émission. Votre rôle est essentiel car vous êtes là, à la fois observateur et acteur de cette transformation. Cette nouvelle formule est là pour vous encourager, nous questionner et finalement promouvoir l'élite et l'excellence de notre communauté. Dans cette session, vous allez découvrir des chroniqueuses et des chroniqueurs, eux aussi candidats, qui aborderont chacun une thématique dans leur domaine d'expertise. Nous aurons des débats riches et animés, où chacun exposera son point de vue et qui permettra d'ouvrir justement au dialogue avec les autres. Donc préparez-vous à une émission pleine de réflexions et de débats passionnants. Bienvenue dans cette nouvelle ère des funérailles des tabous. Christian, qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui ? Bon, avant de savoir qui on reçoit aujourd'hui, on a déjà deux super chroniqueurs. On a Silis qui va se présenter. Silis, tu peux te présenter ? Bonjour à tous, content d'être là. Je vais faire simple et succinct, créateur du site internet Toloman et de l'association des consommateurs exotiques Conso. Et de temps en temps, je suis nègre marron. Donc, voilà. Super, super. On a quelqu'un d'autre, Cynthia. Cynthia, est-ce que tu peux te présenter toi aussi ? Oui, alors moi c'est Cynthia. Dans la vie, je suis professeure des écoles et je m'intéresse particulièrement à la littérature afro-caribéenne. J'aime beaucoup l'écriture aussi et aux questions de féminisme, d'identité et bien d'autres. Super, super. Et sinon, avant de montrer notre invité, de vous présenter notre invité, est-ce que vous avez déjà, par exemple, fait quelques sports de combat ? Je vois Silis, t'es assez costaud. Hein Quel stéréotype. En plus, c'est vrai. C'est vrai, tu es costaud. C'est vrai que je fais du MMA, en fait, du coup. C'est vrai que j'en pratique, mais pas en club. La personne qu'on va présenter par la suite, franchement, c'est une icône. Peu importe, après, on va forcément entrer un petit peu, on va mettre les mains là où il faut ou là où il faut pas. Mais en tout cas, franchement, un grand respect. Les sports de combat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est important. Enfin, le sport de façon globale, pour équilibrer le corps et l'esprit, pour faire un petit peu la catharsis entre parfois des journées très stressantes. Et pas rentrer chez soi avec trop de pression aussi. C'est bien de faire un peu de sport et de pratiquer. Donc franchement, moi, je suis donc bien à ma place. Donc t'as pratiqué du MMA du coup. Mais pas en club. Mais t'as fait du un sport. peu le MMA de la rue. Le MMA de la street, quoi. Voilà. Et toi, Cynthia, t'as déjà préparé Quand j'étais adolescente, oui, j'ai fait du karaté. Okay. Pendant peut-être 2-3 ans. Je suis pas allée très loin, hein. J'étais peut-être ceinture orange, quelque chose comme ça. D'accord. Et le MMA, j'en ai entendu parler aussi dans mon quartier quand j'étais jeune. Des jeunes, ils commencent à s'intéresser un petit peu à ça. Par contre, c'est vrai que je connais pas trop. Je suis pas ça tombe forcément. bien. Ouais. Ça tombe bien, oui, parce qu'on va recevoir, comme tu l'as dit, une icône. Certains d'entre vous l'auront déjà reconnu. N'hésitez pas à mettre son nom en commentaire. Il s'agit bien sûr de Fernand Lopez, qui a justement réussi à amener 2 champions français. Je vais mettre des guillemets, mais il va nous en parler un peu plus. En finale d'une super organisation, la plus grande en MMA, l'UFC. Fernand, on est vraiment ravis de te recevoir. Bonjour. Enchanté à tous. Merci de me recevoir, c'est un honneur. Avec plaisir. Le plaisir est pour nous, Fernand. J'aimerais, avant qu'on commence les débats, parce que je trouve ça un peu dommage que les gens te connaissent pas trop, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et présenter aussi l'aventure entrepreneuriale derrière la MMA Factory ? Ou en tout cas, ton histoire déjà, introduire qui tu es. Alors, je suis un éducateur sportif, c'est le grand mot généralisé autour de l'enseignement du MMA. Je suis un éducateur à la base et ensuite un entrepreneur et puis un heureux père de famille.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai eu la possibilité de te suivre. Je sais pas si vous le connaissiez à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous étiez déjà Cynthia, est-ce que tu le connaissais un peu à travers peut-être les réseaux sociaux? Je le connaissais pas du tout. Je me suis renseignée un petit peu avant de venir, mais avant ça, j'en avais pas entendu parler. Mais en même temps, je m'intéresse pas particulièrement à ce sport. Du coup, ouais, pourquoi pas, mais ça va justement élargir la discussion, parce que si on n'est qu'entre spécialistes, ça peut être un peu ennuyant pour ceux qui connaissent pas. Pour ma part, oui, je connaissais déjà, je suivais déjà un petit peu le MMA à distance, le storytelling qui a été fait aussi à travers les différents combattants. Bon, après, c'est vrai que c'est une affaire qui a été un petit peu mise en place en Europe, mais c'est les mêmes techniques qui ont été aussi mises en place aux États-Unis avec Dana White, etc. Le storytelling, les affrontements des personnes. Encore Cyril Gane, que j'apprécie énormément, mais je le connais pas personnellement, mais ce qu'il dégage, etc. Les valeurs, la manière dont les combattants sont managés du début à la fin, la façon de gérer aussi les contours juridiques. Il y a des problèmes, mais c'est justement parce qu'il y a des contours juridiques qui créent des problèmes, mais c'est de la professionnalisation. C'est-à-dire que, comme il a dit précédemment, il y a 4 ans encore, faire un combat d'MMA, c'était quelque chose d'assez barbare. Et justement, je voulais rebondir parce que tu as parlé de Cyril Gane. Pour ceux qui ne le savent pas, Cyril Gane, justement, c'est toi qui l'as introduit, c'est toi qui, jusqu'à aujourd'hui, le suis. Entre autres, avec Francis Ngannou et aussi Cédric. Absolument. Ouais, non, ce que je voulais juste préciser, c'est que sa performance, oui, il a réussi à amener 2 champions finalement en finale heavyweight, mais il y a eu une grosse performance parce que au niveau du timing, de la temporalité, ce que tu as fait, c'est exceptionnel. Les gens ne se rendent pas compte. T'es vraiment une légende. Mais pourquoi les gens ne se rendent pas compte? Non, parce que c'est vrai qu'on voit toujours le sportif. On voit jamais Don King ou on voit jamais le promoteur parce que il est pas qu'entraîneur, il est aussi promoteur. Mais ça, il essaye de jouer le modeste. Moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à essayer. Peut-être qu'il les joue pas, peut-être qu'il est réellement modeste. Peut-être aussi. Moi, j'aimerais qu'il nous parle justement de ces doubles casquettes, ces multiples casquettes, parce que c'est vraiment important que les gens apprennent aussi à comprendre ton parcours. Et puis peut-être qu'on reviendra justement sur ce qu'a mentionné Silis, sur la personnalité associée aux combattants, et revenir sur le business et sur le trash talk associé aux réseaux sociaux. Ok, je reprends la question, la première qui était celle de Cyril. Oui, Cyril, je suis son premier entraîneur de MMA, son seul entraîneur de MMA d'ailleurs. Mais avant ça, il avait déjà une carrière en Muay Thai. C'est un jeune qui était déjà champion de France de Muay Thai au moment où il s'est présenté à ma salle de sport. Et à partir de là, j'ai pris le relais. Et effectivement, la vitesse à laquelle il est passé de l'initiation au MMA à champion intérimaire de l'UFC, qui est la Champions League du MMA, c'était un short time. 2 années, c'est très court pour une carrière. Il faut des fois, à certains, une dizaine d'années pour arriver à ça. Et c'était le même processus, à peu près 2 années qu'on a fait avec Francis Ngannou pour aller pour le titre mondial. Donc, oui, pour répondre à ça, de leur carrière de MMA à leur finalisation, à leur premier championnat du monde et tout, j'étais à la fois leur entraîneur et leur agent. Ouais. Ce qui est intéressant, je trouve que lorsqu'on échange avec toi, c'est que, en tout cas, je pense qu'on le ressent peut-être un peu tous ici, c'est ta force tranquille, parce que déjà tu imposes et puis tu parles avec une voix très suave. Et aujourd'hui, le sujet, c'est les réseaux sociaux, parce que je pense que dans ton métier, t'exposer, c'est nécessaire pour promouvoir. C'est comme une prospection pour n'importe quel commerçant. Et aujourd'hui, savoir si parce que je sais que tu as été très exposé. Et aujourd'hui, tu t'es retiré. C'est aussi une technique, je suppose, et aussi peut-être aussi parce que tu as parlé de ta famille lorsque tu t'es présenté comme la finalité de ce que tu représentes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour toi, quelle est l'importance pour ton métier actuel? Et si tu devais parler au Fernand Lopez d'il y a quelques années et à ce jour, qu'est-ce que... Réseaux sociaux incontournables. Pour toute la chaîne alimentaire de l'industrie du MMA, c'est incontournable. Qu'on soit entraîneur, qu'on soit juste un masseur, un kinésithérapeute, un promoteur sportif, un manager, on a besoin de se faire connaître. On a besoin d'expliquer qui on est de façon à attirer les clients potentiels vers soi. Mais il y a un stade où le revers de la médaille rattrape toujours. À chaque fois que vous êtes exposé, vous avez forcément une contre-force, un antagonisme qui se crée en face, qui est gêné par l'exposition. Donc il faut comprendre que ça a une durée
pas très grande et que rapidement il faut les rapports de force changent. Vous vous exposez parce que vous voulez faire connaître votre entreprise. Rapidement, il faut vous retirer ou en tout cas naviguer avec les médias de manière à ce que vous ne soyez pas trop exposé et que vous laissiez d'autres personnes là prendre la lumière. Pour reprendre le lead, essayer de gérer son image. Je voulais voir avec toi, puisque du coup, comment tu perçois le fait que c'est une figure quand même au niveau national, même international, Fernand Lopez. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as parlé de certains trash ou certains caches qui a pu se passer, le fait que Fernand Lopez ne soit pas occidental, qu'il soit noir dans cet environnement-là, alors que pour les noirs justement le sport et le divertissement, c'est justement en général ce qu'on tolère, on va dire, le plus facilement. Mais du coup, il y a beaucoup de... Qu'est-ce que t'en penses toi, le fait du rôle de Fernand Lopez dans cette dynamique-là et ce qu'il représente en tant que... Non, je vais répondre à ta question sous deux angles. Le premier, le trash talk, et puis ensuite ce que Fernand Lopez peut représenter. Et forcément, on a un funérailles des tabous, donc on prend en compte la sphère afro. Le trash talk, en même temps, il est indissociable des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, elles vont se faire quand même. D'accord ? Certains vont surfer dessus, d'autres non. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas forcément de mauvais buzz. Il y a que du buzz et la manière dont on surfe dessus. La manière dont on fait son narratif pour le réorienter de façon positive ou de façon négative. Et quand bien même pour certaines personnes, quand le buzz est négatif, en termes de chiffre d'affaires, c'est positif. Donc tout dépend de l'angle de vue que l'on peut voir sur le trash talk. Ensuite, si je reviens sur Fernand Lopez, moi je trouve que c'est intéressant. Si on met de côté le point de vue passionnel, ce qui s'est passé, les affaires, etc., et qu'on part du début jusqu'à la fin sur la carrière qui a été mise en place, je trouve que c'est intéressant et que ça force le professionnalisme. Après, à partir du moment où on intègre les réseaux sociaux dans son business, il y a une dimension qu'on ne maîtrise pas. D'accord ? Donc à partir de là, c'est chaque personne qui gère à sa manière. Moi, j'aime bien quand les afros ont toujours de la hauteur, quelle que soit la polémique dans laquelle vous vous trouvez. D'accord ? Demain, je me retrouve dans une politique ou pas. Ce qui est intéressant, c'est toujours venir et parler de façon honorable, humble. C'est-à-dire que voilà, j'ai tel problème. Et c'est ce que j'ai observé, pas pour le défendre, pas pour rentrer dans ces querelles, mais il a toujours pris de la distance dans ses manières de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est ce que je pourrais dire à la sphère afro, si c'est derrière ça la véritable question. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quand vous exprimez de façon publique, n'oubliez pas que vous représentez indirectement une certaine communauté, même si... T'as le droit de... C'est tant mieux que tu sois pas d'accord avec moi. C'est tant mieux que tu sois pas d'accord avec moi. Mais toujours penser qu'il faut toujours vous exprimer de façon honorable parce que ça laisse des traces par la suite. Qu'est-ce que tu Alors voulais dire, moi, je suis pas d'accord avec le fait que quand on prend la parole en tant qu'afro, on représente tous les afros. Parce qu'en fait, pour les autres communautés, notamment la communauté qui est la norme, c'est-à-dire ici en France, les blancs, quand un blanc fait quelque chose, on ne va jamais considérer qu'il représente le groupe de tous les blancs. On va considérer que c'est un individu à part entière qui fait quelque chose. Et en fait, c'est vers ça qu'on doit tendre nous. C'est-à-dire que on est une communauté avec plein d'individus différents les uns des autres, et en fait, on n'a pas à se sentir visé parce qu'un noir fait quelque chose. Oui, mais là où j'ai voulu rebondir sur le fait que, en fait, en France, dans le pays de la France, c'est normal que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que quand on est une minorité, qu'on le veuille ou non, je dis pas que quand on arrive, que Fernand Lopez ou une autre personne est arrivée, elle a dit voilà, je vais représenter la communauté. C'est-à-dire que indirectement, étant donné que tu es une minorité dans le pays dans lequel tu es exposé, on va toujours dire que c'est une personne. Imaginons, je termine juste, imaginons que là, nous soyons 10 hommes et une femme. Même si la femme ne veut pas venir et dire qu'elle représente les femmes, indirectement, elle les représente, même si c'est pas son souhait. Et toi, départ. Attends, Fernand Lopez, toi, tu en penses quoi? Parce que c'est vrai que on a dit que tu t'exprimais au niveau des réseaux sociaux d'une manière assez humble. Et ensuite, quand on parle des afros, en général, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis de la communauté en ce qui concerne les réseaux sociaux? Parce que moi, j'ai l'impression que justement, toi, tu vas carrément aller à l'opposé, quoi. Je te sens pas investi émotionnellement, que les attaques soient personnelles ou professionnelles. Est-ce que tu penses que la communauté afro sur les réseaux sociaux fait preuve des mêmes valeurs, justement? La réalité, c'est que je rejoins un peu Cynthia dans son analyse de je me reconnais dans ma communauté, celle qui est afro, mais je prône pour l'inclusion et je ne vais pas
déjà, j'aurais du mal à quantifier là tout de suite si il y a eu un frein à une certaine exposition sous prétexte que je suis africain, ou si c'est simplement parce que je suis incompétent. Ou c'est très difficile à quantifier en réalité. C'est très sournois tout ce dont on est en train de parler. Et il faut être prudent. Donc la prudence veut que je dise que je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je pense que En tout cas, tu l'as pas ressenti. Vu que si tu dis je ne sais pas, c'est que tu l'as pas prêté attention. Si j'ai ressenti de l'injustice, mais qui n'est pas quantifiée et où je ne peux pas savoir d'où vient l'injustice, c'est-à-dire de manière chiffrée, très nette. Aujourd'hui, je suis des télévisions, je suis des médias qui sont des spécialistes du MMA. On va expliquer que il y a tel coach qui est du sud, voilà, et il y a notre coach qui est du nord, qui est de là et qui sont des bons coachs, des très bons coachs même. Et on va même laisser paraître des fois, ils sont peut-être même meilleurs coachs. Et donc ceux qui sont de l'autre côté de l'opposition se posent la question, mais comment vous avez quantifié, comment on dit, mais concrètement ce coach a ramené un athlète qui est aujourd'hui numéro 1 à l'UFC, et l'antagoniste va dire, je comprends pas, Fernand Lopez l'a fait 2 fois en aller-retour, c'est-à-dire que à un espace très réduit. Ensuite, dans d'autres catégories, il a pu ramener. Les chiffres sont très clairs. La Champions League, pour nous, c'est l'UFC. Donc, on a du palpable. Concrètement, on sait, je peux te dire à date de mémoire qu'on a le MMA Factory à 47 victoires à l'UFC. C'est clair, c'est daté, c'est un fait. Ça ne bouge pas. Et on va dire tel team a 8 victoires, l'autre a 13 victoires. Donc, on a des éléments qui nous permettent aujourd'hui de quantifier exactement qu'est-ce qu'on a fait et sur notre parcours, ce qu'on a pu faire. Le MMA Factory, moi, en tant que coach, j'ai eu 4 participations sur les titres mondiaux de l'UFC. Il n'y a pas une seule team ou un seul autre head coach qui l'ait jamais fait. Ça n'existe pas du tout sur l'Hexagone, c'est sûr. Oui, ça c'est clair. Sur l'Hexagone, ça c'est clair. Ouais. Voilà, il y a pas de débat dessus. Ouais. Mais quand même, dans les discussions, il y a des journalistes très bien placés qui vont dire, moi, de manière subjective, je préfère un tel. Et ça me va. Ça me va parce que c'est un avis. Voilà, je n'aime pas ton accent et la coupe au couteau, donc je préfère tel, ça me va. Je n'aime pas ta manière de coacher. Peut-être que tu es très dur dans ton coaching et je veux quelqu'un qui est plutôt souple. Peut-être que j'aime, voilà. Donc ça me va. Il dit c'est subjectif. Mais quand on parle de quelque chose de concret, donc je l'ai ressenti quelque part. Mais cette injustice, je ne peux pas dire de manière très certaine que c'est lié à mes origines. De toute façon, ce qu'on entend, ce qui est intéressant, et c'est la raison aussi pour laquelle tu nous fais l'honneur de ta présence, c'est d'entendre que ce n'est absolument pas un élément qui a été un frein ou même un moteur. En tout cas, pour toi, tu as fait l'abstraction de cet aspect-là. Oui, je suis camerounais, oui, je suis... Mais bon, en tout cas, je suis là pour ça. Il me semble avoir compris que tu avais vendu. Alors moi je vais parler en termes de société parce qu'effectivement tu as un palmarès extraordinaire et je veux absolument qu'on appuie dessus sur ce que tu as fait pour te rendre honneur de ton vivant comme on dit. Merci, et je pense que c'est important de voir ce qui a été accompli et j'aimerais qu'on parle de ta structure comme une société parce qu'on parle des réseaux sociaux et en fait c'est sans jugement, ce qui peut être normal de ne pas savoir comment ça se passe au niveau de vente d'entreprise et tout ça. Aujourd'hui, tu as un poste où tu es coach, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu coaches. Et que tu étais avec Benjamin Sarfati, qui était donc ton associé, c'est ça? C'est ça, c'est mon associé. Vous avez vendu votre entreprise. Et aujourd'hui, on va diminuer le fait que tu sois qu'un simple, que tu fasses partie du moins que ton poste soit moindre. Est-ce que tu peux expliquer que justement, c'est une réussite pour toi d'avoir vendu ta structure, de l'avoir préparée, toute cette vente. Est-ce que tu en es sorti que c'est un confort et un luxe, le poste que tu occupes aujourd'hui? Oh, mais attends. Oui? Là, tu lui donnes la réponse. Tu poses une question, tu lui donnes la réponse. Non, ça se trouve, non, c'est pas si évident. Non, si, parce que en fait, le truc, c'est que si tu donnes le cheminement,
si on écoute la façon dont tu as fait, dont tu as procédé, ça peut servir de déclencheur et surtout d'exemple. Et tu es une figure d'exemple aujourd'hui dans ton corps de métier et donc donc expliquer comment tu as fait, ce qu'il en est et le résultat. Je pense que ça serait intéressant. La vérité, c'est que si on est reçu ici sur ce plateau, c'est que on a tous un objectif commun qui est de vulgariser et d'encourager la communauté. Ce que j'aime, ce qui m'attire, alors que je me mets en retrait des médias, et moi, c'est plus ce côté laisser un héritage moral. On a une responsabilité. Il y a des personnes qui nous suivent, qui viennent des Caraïbes, qui viennent de l'Afrique et qui ont des projets peut-être similaires. Peut-être qu'ils ne savent même pas encore ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'en ayant une discussion ici, chacun d'entre nous, selon les métiers, vous en tant que chroniqueur, peut-être que vous allez vraiment inspirer ces personnes. Donc, je ne viens pas avec l'idée, enfin, je n'ai pas envie de... Si la question c'est, est-ce que vous pouvez convaincre les gens que c'est une réussite d'avoir vendu? Je jette l'éponge. Je n'essaye pas de convaincre les gens. C'est impossible de convaincre les gens. Non, c'est partager l'expérience. Voilà. Je veux bien partager l'expérience, mais je n'ai aucune envie de convaincre qui que ce soit. Bien sûr. Je sais juste que j'ai un mindset qui est celui de j'entreprends parce que j'ai envie de céder. J'entreprends parce que transmettre. Au bout d'un moment, non, vraiment céder? Purement capitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, tu entreprends pour vendre. Je démarre une entreprise, là actuellement, après la session des 5 entreprises que j'ai faites récemment, je suis déjà sur 3 nouvelles entreprises et je sais déjà à peu près quand je vais les vendre. Ah ok. C'est que c'est vraiment programmé, j'achète, je développe, je mets une plus-value dessus, je cède. Pour moi, c'est mon modèle d'entrepreneuriat. On peut léguer de père en fils et puis laisser, si on a une boulangerie, on laisse un savoir-faire. Dans ce que je fais, c'est le modèle que je fais, il est difficile à ubériser. C'est un truc qui est lié à la personne. En général, tu es absent de la salle de sport, c'est en berne. Tu es là, ça marche. Et donc, du coup, au bout d'un moment, c'est un vrai challenge de pouvoir céder un produit qui est lié à son nom. Et donc, ça veut dire que il faut aller chercher des choses qui n'existent pas encore. Et que concrètement, il n'y a pas une société française de sport de combat, de MMA, qui fait une session en fonds d'investissement. Ça n'existe pas. Parce que pour un fonds d'investissement, il faut du palpable, il faut du rentable. Je veux faire l'acquisition de ta boîte parce que je te donne de l'argent, mais je vais devoir la revendre, je vais faire de l'argent sur cette boîte. Et il faut que tu me convainques que cette boîte, dans 1 an, j'aurai tel chiffre d'affaires, dans 2 ans, ainsi de suite, et que j'aurai, l'EBITDA que je vais atteindre dans 5 ans va me permettre de faire un x5 et sortir de l'entreprise. Donc, sur la dernière session, j'ai cédé l'OMMA Factory qui est, en termes de chiffres et de records, la première salle de sport privée de MMA en France. L'agence de Management Factory, qui est la première agence de management européenne en termes de chiffres et de chiffres d'affaires. La FBC, la société de production que j'ai créée pour des contenus sur le sport de combat, a été cédée. Est-ce qu'on peut avoir un peu de chiffres, de montant à peu près, ou c'est quelque chose de confidentiel, qu'on puisse au moins un peu juger? Non, qu'on veut juste quelque chose de plus concret. J'ai vu les sourires des collègues, et on va être d'accord que... J'ai vu ton premier sourire. Non, tu peux pas dire que c'est notre sourire. J'ai vu ton premier sourire, tu l'as regardé, tu as souri. Moi, j'ai souri parce que tu as souri. Moi, je n'ai pas de pudeur avec les chiffres. C'est ça qui fait d'ailleurs ma réputation et qui me donne la froideur. Les gens pensent que les deux sont antinomiques, de pouvoir être un passionné du sport, mais être très capitaliste. J'en parle sans... Moi aussi, j'adore les nombres. Allons-y. Sans aucune crainte. Allons-y. Cependant, les contrats que j'ai et les NDA que j'ai signés m'empêchent de parler des chiffres, en tout cas aujourd'hui. D'accord. Donc NDA, des clauses de confidentialité. Voilà. Dès l'instant où
ce serait disclose, je viendrai sur ce même plateau et je vous promets, je viendrai vous donner les chiffres. Mais pour le moment, je peux pas les donner. C'est 1 million, c'est 1 milliard? Non, c'est pas non, c'est moins d'1 milliard. Ok. Intéressant. Non, mais moi, ce qui m'intéresse en tant qu'entrepreneur aussi, là, on est sur une problématique aussi associée aux réseaux sociaux. Et comme tu as dit que finalement, j'avais une entreprise, la MMA Factory, où mon nom était associé aussi à cette entreprise. Et quand on a vu, je suis désolé de le mentionner, mais quand on a vu différents clashs, que ça soit la polémique, la fin tragique, la fin avec Francis, la fin de votre collaboration, ou que ça soit le clash avec Cédric Doumbé, on voit que finalement, bah oui, mais ton nom, à travers les réseaux sociaux, bah ok, on va attaquer ton nom, mais on va aussi attaquer ta compagnie, et sûrement on t'a peut-être fait perdre pas mal d'argent, ou peut-être on t'a invité aussi à dissocier les deux, peut-être. Est-ce que ça a joué sur la balance? Oui. Alors, ça n'a pas juste eu la décision de, comme je vous ai dit, dès que je commence une entreprise, je pense à quel moment on va atteindre l'EBITDA pour la vendre. Ça n'a pas joué sur la décision de vendre, puisque pour faire une vente, une session comme celle qu'il y a eu, rien que les due diligence y prennent minimum 1 an, une année, donc on a fait 2 années de négociations. Tout ce qu'il y a eu comme drama remonte à moins d'1 année. Donc c'était déjà pris comme décision à l'époque de savoir à quel moment faire les sessions. Alors il y a des sociétés qui ont été vendues alors qu'elles n'étaient pas maturées, comme ma société, mon Fight Management College, qui est une école de formation pour les coachs, les préparateurs physiques. C'était la seule école de formation qui avait d'ailleurs déjà fait une promotion du seul diplôme d'MMA en France qui donne qualification. Donc, aussitôt que les textes de loi étaient sortis sur le diplôme qui était mis à disponibilité, j'ai convoqué mes gars qui s'occupent du ruban pédagogique. On a pondu au ruban pédagogique très rapidement. On avait l'habilité du ministère du Travail et on a démarré les formations. Alors que le sport était tout neuf, on avait déjà 2 promotions des personnes qui avaient le diplôme d'état CC MMA. Mais tu as été à l'origine parce que quand il y a des formations qui se créent, tout ça, des fois, il y a des lobbies, il y a t'as été à l'origine peut-être d'un lobby sur le MMA pour pousser justement à la légalisation du MMA Naturellement, parce que j'y étais impliqué directement. Le MMA n'était pas, avant 2015, le MMA n'était pas illégal. Le MMA était avec un vide juridique. Et ce qui se passe, c'est que le commun des mortels en France ou même en Europe pensait que le MMA, enfin surtout en France, pensait que le MMA était illégal. Enfin, tu voulais organiser un événement de MMA, on te disait mais attention, ça peut être interdit, y compris les forces de l'ordre. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait juste une circulaire européenne qui avait dit à l'époque, faites attention sur les dérives martiales, parce qu'il y a un nouveau sport qui arrive qui se passe dans une cage. C'est une vieille circulaire qui date de 95. Moi, j'arrive en 2015 et je regarde le code du sport, j'étudie, à l'époque j'étais à l'INSEP et je me dis, tiens, un truc qui ne va pas. Je ne vois pas une interdiction de faire du MMA. Pour qu'il y ait une interdiction, il faut qu'il y ait un code pénal qui le prévoit, il faut qu'il y ait une sanction prévue, je ne vois rien. Je vais réunir donc des amis, avocats et puis pédagogues et tout, et on met en place un événement de MMA à titre politique. On va dire c'était un acte pour tester politique. Un peu, voilà. Donc c'était au Cycle d'hiver en 2015, septembre, et on fait le premier événement d'MMA en France avec tout ce qui est le MMA unifié. Frappe au sol, cage, tout ce qui va avec. Comment ça s'appelle? Ça s'appelait Cage Encounter. Donc on met cet événement en place. 2 semaines avant, le ministère a vendu l'événement. Ils veulent stopper l'événement. Ils envoient des inspecteurs enquêter au cycle d'hiver pour comment l'événement est possible. Encore une Dieudonné. Non, c'est pas possible. Et donc, on vient bloquer l'événement, et sauf que nous, on avait tout prévu. Donc, les avocats, tout ce qu'il y avait, l'alias, les dossiers, tout était en règle. D'ailleurs, le ministre d'État, le secrétaire d'État à l'époque, va s'en offusquer en disant qu'il a été floué, et que la demande a été faite de manière trop maligne, c'est ça? Maligne. Mais sauf que c'est ça, en fait, c'est ce que j'aime, en fait, dans ce monde. C'est que la loi peut être contre moi, mais je peux aussi l'utiliser pour moi. En gros, il y a un texte de loi qui dit que s'il y a non-réponse, sous 1 mois, non-réponse, d'une demande d'événementiel, l'événement est validé. Ouais, implicitement. Et donc, nous, on va faire une demande qui se rapproche quand même vers le mois de juillet.
Les gens partent en vacances. Et donc, il n'y a pas de réponse. Et donc, implicitement, l'événement est validé et donc on fait notre événement. Et quand ils viennent le stopper l'événement, nous, en réalité, si le stop, ça nous arrange parce que juridiquement, on fait des dommages où on s'en sort bien. Et donc, finalement, ils sont refrénés. Et c'est à partir de là que les textes de loi vont changer et qu'ils vont mettre en place une interdiction en bonne et due forme. Et là, se met en place un lobby qui va se battre pour légaliser le MMA. Avec l'aide de l'UFC, avec l'aide de la CNMMA, le comité, dont la commission nationale des MMA à l'époque, dont j'étais le vice-président et le responsable de formation. Le MMA va être légalisé et à partir de là, tout ce qui arrive s'ensuit. Et donc, il y a des textes de loi. Moi, je suis un formateur de base. J'ai été formateur à l'INSEP, j'ai été formateur à la Fédération olympique de lutte. J'ai été formation à la Fédération sport de contact, 45 000 licenciés pendant des années. Donc, je comprends un peu la formation. Rapidement, j'ai mis en place une équipe pour faire le ruban pédagogique. On prépare tous les textes. Et quand le texte sort, à peine il sort, on dépose le dossier et on a validé notre école de formation avant même la fédération de tutelle. Alors c'est très bien. Si je peux revenir à ta question sur les réseaux sociaux, en fait, moi qui ne connais pas trop ce sport, j'ai souvent associé ce sport au clash justement, spécifiquement par rapport aux arts martiaux par exemple où on voit un peu plus un côté sagesse, etc. Ce sport, le MMA, à chaque fois que j'en entends parler, c'est parce qu'il y a des clashs, des gens qui se fritent, etc. Est-ce que c'est une stratégie? Enfin, pourquoi ce sport est associé à ça? C'est une méconnaissance, simplement. Vous voyez, depuis on est sur le plateau et je vous entends dire clash, oui. Ou crash talk. Perso, je n'en ai jamais fait. C'est que je ne sais pas c'est quoi. Mais vous en avez été vous avez subi victime. Voilà. Ouais. Non, mais c'est important de le dire. C'est important de dire que c'est pas parce qu'une personne vous interjecte et dit un truc sur vous que forcément vous faites partie de la bagarre. De l'échange. Vous voulez vous battre, moi je dévie, je ne suis pas au courant de ce que vous racontez, je passe mon chemin, vous ne pouvez pas me mêler à ça, ça ne me concerne pas. Donc en gros, il y a des gens qui ont ce mode-là de vie. On a un champion qui est de la Guadeloupe, Cyril Gane, qui est champion, ils ont du mal à dire ce mot-là. Thomas Spinal est champion intérimaire des MMA. Il est en Angleterre, à Londres. On l'appelle champion. Quand il rentre à l'aéroport, il est ovationné par des millions de personnes. Cyril Gane est champion. Il revient en France et ils ont du mal à dire champion. C'est qui ils ont? Je parle des médias de manière générale parce que c'est eux qui vont donner en fait la tendance du dollar, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais il y a quand même une finalement. Dissociation en vérité de nos jours entre les médias et les réseaux sociaux. Parce que donc ce qu'il y a effectivement, peut-être que les médias, c'est pas le même public en même temps, et donc qu'est-ce qui fait que dans ces cas-là, il n'est pas autant ovationné sur les réseaux sociaux? Tu voulais intervenir? Non, juste que je n'oublie pas. Mais je vais laisser quand même. Juste que je n'oublie pas. Je parle après. Dans le monde du sport normal, le football par exemple, le digital, les réseaux sociaux sont dissociables. Dans le monde du MMA, le MMA est le premier sport mondial sur le digital. Numéro 1 au monde. Le deuxième sport, c'est le football. Sur la télévision, le football est le premier. Ce que je veux dire, c'est que l'importance du digital en MMA est primordiale. Le MMA est devenu très rapidement digitalisé parce que les débuts du MMA se sont faits à l'envers avec une pyramide à l'envers, où on a commencé par les professionnels, ensuite on a développé les amateurs. Donc si vous voulez, nous aujourd'hui quand on crée une ligue comme le Ares, qui est la plus grande ligue de MMA en France, quand mon collègue et moi on achète cette ligue là, on l'a créée ensemble chez Vivendi. Ensuite Vivendi, il y a le Covid qui arrive, on a l'opportunité de la racheter, on rachète la ligue. Quand on rachète la ligue et tout, on sait que tout se joue sur le digital. La télévision. Ça peut être un piège en même temps. Ce côté-là, un peu où on passe dessus, on est obligé de passer par là. C'est le premier vecteur de communication. Absolument. Mais on peut pas faire autrement. Ouais. Donc, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par ces digitales. Et c'est pour ça que je disais, il y aura, pour revenir à la question de Cynthia, il y aura une série de personnes qui vont choisir leur côté. Je reviens sur Cyril Gane en disant, voilà un gars qui fait des cœurs, qui prône l'amour, qui prône le bien-être, qui s'entraîne avec un sourire, mais qui devient
qui devient champion intérimaire du monde intérimaire de MMA. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux personnes en France qui se sont rapprochées. Il n'y a pas, c'est lui seul. Il y a deux quand même. Il y a deux. Il y a qui? Francis. Non, parce que Francis, au moment où il devient champion, il est installé aux États-Unis et il est complètement. Il a eu quand même sa finale. Parce que intérimaire, qu'est-ce que ça veut dire implicitement? Intérimaire, ça veut dire qu'on est numéro 2 parce que le numéro 1 est malade ou peu importe. Francis, en finissant quand même deuxième, moi je le vois aussi comme un intérimaire. Il a mérité ce titre d'être numéro 2. Après, je vais pas faire trop de comparaisons parce que, mais c'est vrai que Cyril Gane, et c'est ce que tu mentionnes, en fait, il est trop gentil, il est trop clean, il est trop calme. Même normalement, à l'heure où on est, peut-être Silis, peut-être que tu vas me rejoindre sur ça, mais normalement, Cyril Gane devrait parler parce que le titre de l'anglais Aspinall, Cyril Gane, à un moment, il doit parler. Parce que Aspinall n'a jamais affronté Cyril Gane. Il y a quelque chose à faire. Il veut affronter directement John Jones. Mais Cyril Gane a aussi sa place. Il devrait aussi peut-être, sur les réseaux sociaux, s'imposer comme tu dis que t'es numéro 2, mais excuse-moi, tu m'as jamais battu, on n'a jamais combattu ensemble. Super question sur l'aspect des réseaux sociaux, mais je voulais revenir sur ce qu'on a dit précédemment. À la différence des autres sports, et je peux me tromper, hein, je parle sous ton contrôle, le MMA a choisi les réseaux sociaux comme étant le canal de communication prioritaire. À partir de là, on absorbe et on prend tout ce qui va, ce qui est bon comme ce qui est mauvais. Pourquoi Cyril Gane, il est peut-être un peu moins mis en avant qu'un autre, un Doumbé ou autre? Parce que justement, ce qui fait vendre, c'est les histoires. Et ce que les gens aiment sur les réseaux sociaux, peut-être pas dans la vie au quotidien, mais sur les réseaux sociaux, malheureusement. Oui, ce qu'on peut dire, hein. Après, j'ai pas de chiffres pour le quantifier, mais les gens aiment bien un petit peu quand ça se clash, etc. Parce que moi, pendant qu'il parle, tu regardes en diagonale quand t'as dit c'est obligé de passer par là, t'as fait comme ça. Est-ce que tu rejoins pas l'idée? Je t'en prie, parce que tu t'es lancé dans toi, je t'ai coupé, mais c'est parce que c'était très expressif. Parce qu'effectivement, je les rejoins et MMA, elle ne connaît que par les réseaux. Tu dis que c'est indissociable, c'est un piège. Et là, on parle de Cyril Gane. Donc aujourd'hui, le tout, c'est que au final, les clashs c'est aussi avantageux pour toi qu'on passe par là. Je voulais revenir aussi sur les réseaux sociaux et le fait que il y a eu cette histoire avec les hommes et tout ça. Je voulais voir, toi en tant que femme, est-ce que tu ne te sens pas concernée par la MMA parce que tu es une femme et que sur les réseaux, souvent on voit des hommes, on voit pas trop les combattantes, je trouve. Honnêtement, je me suis jamais posé la question, mais je pense pas. Je pense que j'ai pas forcément d'intérêt pour ça. Et en plus, moi, personnellement, c'est crash talk, c'est comme ça qu'on dit. c'est crash talk, ça me répugne un petit peu, même si je sais qu'en fait, sur les réseaux sociaux, effectivement, en fait, on utilise des biais psychologiques humains. Ça veut dire que moi, dans mon métier, on va mettre 2 enfants qui ont un conflit, on va voir les 10 enfants autour se rassembler pour prêter l'oreille, pour voir ce qui se passe. Sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose, mais de manière amplifiée. En fait, les êtres humains, souvent, ils aiment ça, le conflit, le clash. Et je pense qu'il y a des personnes qui l'utilisent, mais du coup, c'est plus un conflit naturel. Parfois, c'est des conflits qui sont créés comme un miroir de la bêtise attirer les gens humaine, parce qu'on sait que ça va attirer. En fait, c'est là où est le piège, je pense. Oui, mais si je peux me permettre aussi, il faut quand même dissocier le sport quand même du trash talk, parce que pour des personnes qui peuvent apprécier le MMA, faut pas qu'ils pensent que c'est uniquement du trash talk. Certaines personnes l'ont utilisé justement pour pouvoir monter très vite, ça démontre. Il y a des personnes du jour au lendemain sont des superstars. Pourquoi? Parce qu'elles se moquent des autres, elles les insultent, elles les portent à la dérision. Donc malheureusement, c'est le côté pervers, mais ça fait partie aussi heureusement que ça existe. Du phénomène. Ils sont à l'aise avec ça. Heureusement qu'on a tous des visions différentes et qu'on peut avoir un peu de tout dans le monde. Moi, ça me gêne pas du tout. Je ne participe pas à ça. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de sain. Je pense qu'on peut avoir de la contrariété, donner des avis, aller provoquer même des fois, mais provoquer de manière intelligente. Est-ce que tu penses que tu as déjà été attaqué de manière inintelligente? Oui. T'as des cas concrets. Enfin, quand je dis des cas concrets, moi je sais qu'il y a eu des attaques. Je sais, Cédric, c'est une évidence, mais est-ce qu'on parle de Cédric ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, du tout. Enfin,
Parce que Cédric, Pas du tout. bon, c'est un C'est mélange. que- Oui. Alors, est-ce qu'on Je- peut parler un peu parce que l'histoire de vous parlez de Cédric comme si c'est connu, mais c'est pour ça que je posais la question à Cynthia pour si son rapport au MMA et des femmes. Et là, tu parles de Cédric parce qu'effectivement, la première fois moi que j'ai entendu parler de toi, malheureusement, c'était justement dans ce concept-là avec ces histoires de d'ex-épouse, de nouvelle épouse, que ton épouse actuelle aussi est très médiatisée, en tout cas dans la communauté camerounaise, une diva camerounaise. Et aussi ton ancienne histoire de violence avec ton ex-femme qui a été médiatisée, enfin du moins éclatée par Cédric Doumbé. Je trouvais que c'était intéressant que tu nous parles de ça parce que les réseaux sociaux finalement, au-delà, c'est quelque chose qui aurait pu rester, comme tout à l'heure tu parlais de boulanger ou autre. Les histoires, il y en a avec tout le monde, pour tout le monde. Mais du coup, toi, ta vie privée, elle éclate, tu n'as aucun contrôle dessus. Et je voulais savoir quelle est ta perception de tout ça, parce que finalement, ce piège, il est quand même énorme, même dans ta vie actuelle avec les réseaux sociaux. C'est pas un piège en soi. Quand tu démarres ce métier, tu le sais, tu sais sur quoi tu t'engages. Tu sais qu'à partir du moment où si tu ne veux plus, tu débranches la prise. Si tu veux rester dedans, bah tu laisses la prise allumée, tu auras de la lumière sur toi. Si tu décides de faire ce métier, vis comme si tu avais une caméra sur toi 24 heures sur 24. Si tu ne peux pas l'assumer, si tu ne peux pas le faire, ne le fais pas. Donc il y a pas du tout de surprise. Donc Tu as débranché là? Est-ce que tu as débranché là? Ou tu es en train de débrancher? Non, je ne peux pas débrancher encore. J'ai envie je vis ma vie, c'est simplement que avant de débrancher, c'est l'ultime, c'est la dernière phase de débranchement. Qui dit, je sors de ce métier, je ne le fais plus, je débranche. Mais avant de débrancher, il y a déjà des phases où tu vas faire un repli sur le premier cercle autour de toi. La famille, la maman, la femme, les enfants et l'amour. Tu t'assois sur ce socle et c'est ta vie. Le reste, tu ne le vois pas, tu ne regardes pas, tu fonces. Ça, c'est l'une des premières méthodes à faire. Mais la réalité, c'est que quoi que tu fasses, et puis il faut l'assumer dans la vie. C'est ce que j'aime, c'est que d'assumer les choses et les erreurs qu'on a faites, et que quand les personnes vont le chercher dans ton passé et te le ramener, que tu ne sois pas fuyant. Parce que c'est ces erreurs-là qui produisent quelque chose de bien pour l'avenir. Il faut que les gens comprennent que ce qui est arrivé à Pierre, Paul, Jacques, ça peut vous arriver. Ne pensez pas que vous avez une certaine maîtrise de soi et que vous avez une capacité vous êtes extraordinaire. Je l'ai cru pendant longtemps. Pendant très longtemps, j'ai été quelqu'un de, vous le ressentez à comment je vous parle, que je suis quelqu'un d'assez réfléchi, de posé, au-dessus de tout contrôle. Enfin, je suis bien. Je dis plutôt en dessous de tout, vraiment zen. Et puis, il y a des moments dans votre vie où vous pouvez vous sentir humain parce que vous avez fait une bêtise. Et quand vous avez fait une erreur, il faut que vous l'assumiez et que vous dites, cette erreur-là, ne me la prenez pas, elle est à moi, je l'ai faite. J'assume, je l'ai faite. Et c'est pour ça que je suis capable de dire à mon fils aujourd'hui, tu vis à la maison. Tu es bien à la maison, tu as quelques copines et tu penses que tu comprends la vie. Et tu te dis, je sais cohabiter. Attention. Il faut que tu comprennes que dans la vie de tous les jours, le jour où tu te retrouves en cité universitaire et que tu seras dans 8 mètres carrés. 9 mètres carrés, actuellement. Dans 9 mètres carrés avec ta copine, il faut que tu puisses anticiper des situations toxiques. Qui pourraient apporter des situations conflictuelles. Que tu sois capable de comprendre que ça existe et que ton tempérament pourra être modifié par le fait d'être en promiscuité longue et compliquée. On l'a vu pendant le Covid. On a vu que le Covid a élevé un certain nombre de trucs sur les violences conjugales qui sont inacceptables, intolérables, injustifiables. Le premier message qu'il faut passer, c'est celui-là. Il n'y a pas une seule chose qui puisse expliquer, tolérer ou laisser passer une espèce de violence conjugale, qu'elle soit homme ou femme. Mais c'est intéressant ce que tu dis quand tu as fait le parallèle avec ton enfant, parce que justement, les réseaux sociaux vont parler
au lieu d'accentuer que ta vie professionnelle, du coup, ils vont avoir, eux, des révélations sur ta vie personnelle à cause justement de tout ce qui est, et quel est l'impact que ça pourrait faire sur les jeunesses. C'est pas forcément les réseaux sociaux qui font ça. Ça, c'est la malveillance. Ça, c'est différent. Sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous avez des choses que vous pouvez faire monter comme vous le voulez. Bien sûr. Mais il a dit quelque chose de très pertinent. Au moment où on a le combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane, les réseaux sociaux sont archi positifs pour moi et je suis content. Je suis élevé au toit du monde. Je suis l'individu qui est à la tête d'un combat entre les deux hommes les plus forts du monde sans armes, à main nue, sur la planète de 7 milliards de personnes. C'est les deux hommes les plus dangereux du monde. Je les ai entraînés personnellement. Ils sont montés tous les deux ensemble jusqu'à devenir champions et vont faire le combat qui est difficile sur UFC Fight Pass. C'est 1,3 milliard de foyers à travers le monde. J'ai une lumière sans précédent. Je suis invité à Las Vegas. Pour la première fois, on a un coach qui va participer au débat et qui va participer à la presse-conférence des combattants. Enfin, c'est une visibilité, une exposition que c'est pas possible. Mais justement, ça, tu trouves qu'on l'entend pas assez? Moi, non, je trouve que c'est bien. Je veux juste dire qu'il y a le bon et le pas bon. Et qu'il faut l'avaler, il faut l'accepter. Ça veut dire que, à ce moment-là, j'étais bien content. Je suis rentré à Paris, la queue pour arriver à ma salle, pour faire des signatures d'autographes, j'avais une queue de quasiment, c'était vraiment long, 1 kilomètre, des gens qui faisaient la queue et qui vous disent à longueur de journée combien de fois vous êtes génial et combien de fois vous êtes bien. Il faut que vous compreniez bien que ça ne peut pas aller sans une certaine exposition. Ça veut dire que tout ce que vous allez pouvoir faire, je le vois tous les jours. Et il faut, si vous le prenez bien, si vous ne le voyez pas qu'en négativité, vous pouvez en tirer quelque chose. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'arrive, d'ailleurs, c'était pas loin je vais pas dire la ville, je sais pas si ça, voilà, je vais me garer près de la poste. Donc, j'ai un courrier à balancer. Je me gare pas très bien. Je me gare sur une voie cyclable. Je sors et je veux vraiment me dépêcher, balancer et revenir à ma voiture. Il y a un cycliste qui passe et qui dit bravo monsieur, et ça m'exaspère un peu. Donc j'ai envie de dire comme tout homme normal, c'est bon, je vais poser ça 30 secondes. Juste en face, il y a un monsieur qui dit monsieur Lopez. De l'autre côté, monsieur Lopez, je peux faire une photo? Là, je me dis, quelle honte. Il y a une responsabilité de l'image. J'ai une responsabilité. Je me suis mis sur une voie cyclable. Je peux plus le faire. Je peux pas faire ça, même pour 10 secondes. Il faut que je sois exemplaire. C'est comme ça. C'est le prix à payer. Ou si tu ne veux pas le faire, va faire autre chose. Fais un autre métier qui n'est pas visible. Deviens plombier. Fais ce que tu veux. Et c'est bien ce que tu dis, mais je me pose une question maintenant que tu dis ça, par rapport à ton mariage. Comme tu l'as mentionné, c'est une diva camerounaise, elle est fantastique, et c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, je me dis bon, est-ce que il s'agit d'un coup médiatique? Parce que maintenant que qu'on a appris à se connaître, entre guillemets, moi je vois maintenant que tu es un entrepreneur, même avant d'être un sportif ou un formateur. Non, là je vois bien l'esprit d'entrepreneur. Et là je me demande même si ce mariage, si c'est pas un coup médiatique, comme on l'a fait pour cet acteur là des Marvel, etc. Donc enfin, est-ce que c'est un coup médiatique? Est-ce que tu essayes finalement d'être lisse, d'être exemplaire? Voilà. Tu peux même plus être amoureux, Fernand. Non. Même ça, on cherche une stratégie derrière. Non, mais parce que l'homme te dit qu'il est réfléchi. Un homme qui te dit qu'il est réfléchi, ça veut dire qu'il est très, très réfléchi. Il peut être amoureux. Non, du coup, on retombe encore sur les clichés, comme il disait tout à l'heure. C'est que les gens ont du mal à comprendre que s'ils ne peuvent pas faire quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui puisse le faire. J'ai une nouvelle passion, c'est la moto. Je vais me mettre au dos, donc je passe mon permis A. Et en fait, je regarde des vidéos et je vois des gens sur une roue, ils sont en train de faire du wheeling, tout ça. Je dis, mais comment ils font? Vraiment, pour moi, c'est défier la loi de la physique. Je comprends pas comment ils font. Mais c'est pas pour ça que je vais les prendre pour des magiciens et qu'il y a une astuce qu'ils font pour lever la moto. Non, il faut que je comprenne que ce sont des gens qui ont commencé à le faire, qui sont des experts, qui sont doués, qui se sentent bien dessus. Je suis capable à la fois, vous voyez, je suis venu là à une interview et de l'autre côté, il y a ma fille qui est assise. Chez moi, il y a son frère qui est là.
il y a des gens à la maison, mais j'ai envie d'être avec elle. Elle me dit, papa, je peux venir, je vais être avec toi. Je dis, viens. Je peux mélanger à la fois le fait d'être un interprète, je vais m'asseoir là avec vous, d'échanger avec vous, mais d'avoir de l'amour, de la famille, vraiment, si vous connaissez la personne dont vous parlez, qui est ma femme. Oui, bien sûr, Charlotte. Entendu, Oui. bien sûr. Vous l'imaginez arranger un truc de ce que vous percevez, de ce que vous percevez de sa personnalité, de son cran, de son style, de son amour pour l'amour, de ce que. C'est à toi qu'on pose la question. Non, j'ai bien compris. Vous m'avez dit qu'on commençait à se connaître. Montrez-moi que vous me connaissez. Non, mais vous avez l'impression que ma femme serait une personne du genre à aller faire un arrangement, histoire de... C'est moi qu'on interviewe, là. Oui, c'est trop tard. Non, plus sérieusement. Non, c'est pas ça. C'est que maintenant, c'est vrai que, on a eu ce clash sur les réseaux sociaux et je me dis, c'est vrai que cette union, elle paraît magique, entre la belle diva, entre le formateur sportif, ça paraît un peu magique. J'aime ça. J'aime y croire. Mais maintenant, là, je vois qu'il y a aussi cette histoire de gérer aussi, médiatiquement, finalement, son image, que c'est pas si évident. Je me demande, c'est une question que je pose. Après, bon, on peut dire oui, on peut dire non. Voilà. Moi, c'est une question qui m'a interloqué parce que, effectivement, j'ai vu comme si ça compensait, en fait. C'est une sensation que j'ai de loin. Alors, permets-moi, Christian, je vais même aller plus loin. En rejoignant Silly, c'est la représentation. Même si j'ai bien compris que vous rejoignez, toi, en tant que... Tu n'es pas un peu à la Audi, je suis pas noire, je suis Fernand Lopez. Donc, Jessie Simpson pour la référence. Je voulais juste parler, et je me permets parce qu'on est sur les funérailles des tabous. Donc, il y a eu cette polémique avec ton ex-femme qui était, disons les termes, qui était blanche, ok? Qui était l'ex-femme et qui est la mère de tes enfants. Aujourd'hui, tu es revenu, tu es d'origine camerounaise, tu es avec une femme camerounaise. Est-ce que c'est parce que tu devais revenir à l'essence? C'est vraiment les funérailles. Là, c'est dur. On enterre. C'est le deuil, quoi. On creuse, Donc, oui, du coup, en fait, je voulais savoir. Je voulais savoir fais attention aux angles morts, parce que là, la fille, attention. Moi, j'étais pas prêt. Même moi, j'étais pas prêt. Non, c'est parce que on parlait des réseaux sociaux et justement, cette histoire avec ton ex-femme, avec tout le respect que je peux avoir dans la situation qu'elle a pu rencontrer, qui nous, en tant que femme, on peut savoir que ça peut être tragique. Elle a articulé au début, bien entendu, sa colère, et ensuite elle a articulé son regret parce qu'elle avait dit, du moins la vidéo qu'on a pu voir sur les réseaux, que tu étais l'homme de sa vie, qu'elle a pu te faire du mal et tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, tu parles de Charlotte Dipanga, qui est une femme qui a remis sa voix extraordinaire, qui a quand même des textes qui sont raisonnés et tout ça, et puis qui représente ton pays, qui est le Cameroun. Donc, je voulais savoir si c'était parce que tu avais besoin de te rapprocher de quelque chose qui te ressemble plus, ou rien à voir. C'est encore une fois une question de sentiment. Rien à voir. Il n'y a pas... la définition de l'amour, c'est que c'est un canapé qui vous tombe du 3e étage sur la tête. C'est juste un truc, vous êtes là un jour et vous passez la rue et il y a un canapé qui vous tombe sur la tête. Voilà quoi. Vous pensez que vous descendez votre pente et que tout se passe bien et puis il y a un stop et vous avez l'impression que c'est juste, c'était une évidence. Vous vous dites comment c'est possible que je n'ai jamais vu ça, que je n'ai pas connu cette personne, comment c'est possible que j'ai passé du temps avant sans elle. Et c'est tout, et vous ne savez pas comment ça se passe. Donc, si je savais l'explication correcte, non. C'est juste une évidence. C'est tout. Mais moi, Lise, pour tu rebondir, voulais dire quelque chose? Ouais, je vais peut-être revenir un peu sur les réseaux sociaux. Si vous auriez des... Ouais. Non, mais J'ai rien contre l'amour, j'ai rien contre l'amour, mais on va revenir sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous aviez des conseils à donner, peut-être à des nouveaux combattants, ou alors des nouveaux managers, ou des nouvelles factories dans le monde du MMA ou du sport de façon plus globale? Quels seraient les conseils que vous pourriez leur donner dans le domaine, justement, des réseaux sociaux et de la communication de façon globale? C'est pas, si je dois parler à des managers, je ne parlerai pas de communication, c'est pas ça l'essentiel. Enfin, la communication, comme je vous ai dit, c'est incontournable. Vous n'avez pas le choix. Ceux qui me connaissent intimement, ma famille, savent que je suis probablement l'une des personnes les plus timides qui n'existe.
mais je suis capable de me mettre dans un amphithéâtre et donner un cours. Parce que je me rends compte que si je ne le fais pas, je ne vais pas manger mon pain. Donc, pour manger mon pain, je fais ce qu'il y a à faire. Il y a quelques années, j'ai compris que la communication, c'était nécessaire et j'étais encore combattant. J'avais sur mon t-shirt www.fernandlopez.com. Et je vous parle de ça il y a 12 ans, quoi. Et pourquoi je l'avais? J'avais des collègues qui me demandaient, mais t'as peur qu'on te vole ton t-shirt? T'es obligé de mettre ton nom sur ton t-shirt et tout. Mais sauf que déjà, à cette époque, je sortais de mon combat et j'avais sur ma boîte email de mon site internet, j'avais une douzaine de messages des gens qui voulaient faire des cours particuliers avec moi. Donc, j'étais déjà dedans. J'ai toujours ressenti ça comme ça, de manière moins agressive, mais quand même la communication, c'est important. Donc, le conseil que je vais donner à un manager ou quoi que ce soit, c'est pas là-dessus. C'est plus de dire qu'aujourd'hui, le métier de manager ou d'entraîneur est en danger. Vraiment en danger. Manager, entraîneur? Ou de manager ou d'entraîneur. Okay. En MMA en tout cas. Okay. Parce qu'il n'y a rien qui encadre ces métiers. J'ai dû créer tout ce qu'il y a eu de mon côté, en tout cas dans mon écosystème, j'ai dû créer. J'ai créé une salle de sport. Je suis dans l'électrotechnique. Je décide un jour, je sens que je ne fais plus la compétition, je vais devenir coach. Je deviens coach, je crée une salle de sport. La salle de sport, ça marche. Grosse expansion, une centaine d'athlètes de haut niveau venus du monde entier que j'entraîne et tout, il faut les manager. Je contacte quelques managers avec lesquels je travaille. Je me dis, bon, c'est du gâchis. Si j'ai un écosystème où je peux manager, je gagne à l'entraînement et je gagne au management. Je fais des études en management, je crée une société de management et c'est le Management Factory. Quelques années plus tard, je ramène des athlètes un peu partout dans le monde en tant que manager, les faire combattre et je me rends compte, bon, je vais au Cage Warrior en Angleterre, au Obama, alors que si j'avais une ligue de MMA, je n'aurais pas de problème. Je suis en train de créer une ligue quand Vivendi fait une audit et veulent avoir le meilleur entraîneur en France, le meilleur promoteur sportif pour lancer la ligue. Il m'embauche comme directeur sportif, je crée la ligue Ares. Et donc, du coup, Ares, 2 années plus tard, je rachète la ligue et tout, et j'ai ma ligue. Ensuite, je me dis, bon, je paye tous les ans une dizaine de diplômes pour des coachs qui vont se former ailleurs. J'ai créé mon école de formation Fan Management College. À chaque fois où j'ai senti que j'avais besoin de quelque chose hors de la ligue, je le faisais. Ouais. J'ai des très beaux reportages qui passent sur RMC. Je vois que ça fait de la monétisation sur YouTube. Je me dis, bon, ils se mettent bien quand même. Il y a moyen que je le fasse moi-même. J'appelle mes 2 amis les plus proches, Benjamin Sarfati, mon collaborateur, et Cyril Gann. Et donc, du coup, on crée la boîte de production FBC. Et on se met à faire nos propres contenus et on ne fait plus des interviews sur Internet. Et donc, les gens se disent, mais c'est bizarre, ils ne font plus assez d'interviews. Mais nous, on commence à s'arranger déjà pour faire nos propres contenus à nous et à aller dealer avec Netflix directement. Donc, non, t'es en train de nous dire là que, attends, là, il va nous annoncer quelque chose. Tu veux être président de la Fédération française de MMA ou tu veux créer quelque chose de plus grand? Parce que là, quand je t'entends, je sens que non. Du tout. C'est ça, c'est de la politique. Je suis vraiment apolitique. C'est que j'ai travaillé dans le milieu social pendant longtemps, dans le milieu fédéral pendant longtemps. Je vous ai dit que j'ai été agent de développement à la Fédération française de lutte. C'est une fédération avec 17 000 licenciés. C'est une fédération olympique. J'ai été responsable de formation là-bas. Et puis j'ai démissionné pour aller dans le privé. J'ai été même un expert à la FILA, la Fédération internationale de lutte amateur. J'ai démissionné. J'ai été à la Fédération de sport de contact. J'ai démissionné de tout ce qui était poste politique. Quand on a créé la fédération, j'aurais pu me positionner comme un candidat. Je n'ai pas voulu. Mais c'était un choix de me dire, si je suis dans le milieu fédéral, je suis dépendant parce qu'il y a un directeur technique national qui est nommé par le ministère des Sports et qui fait le pont entre les deux et donc on a des comptes à rendre. Si je crée une société privée, je fais ce que je veux, je suis complètement libre. C'était pour ça que tu avais énuméré chaque étape. Cynthia, toi qui es institutrice, donc qui a un contact avec la jeunesse et tout ça, comment toi tu vois maintenant ce genre de sport ou de tout ce qu'on vient d'évoquer un peu sur les réseaux sociaux?
Alors, Quelle est la limite, selon toi, des réseaux? le sport en lui-même, les arts martiaux, etc., je trouve que c'est bien pour le développement des enfants. Tout ce qui est trash talk, clash, etc., je pense que ça peut avoir une mauvaise influence sur les enfants, surtout que leur esprit n'est pas encore totalement construit. Ils peuvent prendre des personnes pour modèle et suivre leur exemple, et ça peut avoir des répercussions aussi dans leur vie. Donc, de toute façon, c'est interdit au moins de 13 ans, je le rappelle, les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui l'ont oublié. Ils n'ont rien à faire là-dessus avant cet âge-là. Moi, je suis même pour le gouvernement, quand ils ont parlé de l'interdire au moins de 15 ans, si ça devient quelque chose de général en France, je serais totalement pour, parce que je pense que c'est... Pourquoi? Parce qu'en fait, ça les influence négativement. Eux, ils n'ont pas encore la maturité pour prendre du recul avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire pas de second degré, tout ce qu'ils prennent, c'est ça? Alors oui, ils commencent à construire un second degré à partir de je sais plus exactement quel âge, mais au moins le cycle 3. Ils commencent à comprendre ce que c'est que le second degré, mais est-ce qu'ils prennent le recul nécessaire avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire est-ce qu'ils remettent en question ce qu'ils entendent? Est-ce que quand ils voient un influenceur qui leur dit surtout que les algorithmes sont construits pour qu'en fait on ait toujours le même type de contenu. Ouais, Oui. exactement. Donc est-ce que par exemple si on a des idéologies, des croyances, etc., est-ce qu'on peut prendre le recul nécessaire en se disant oui mais peut-être que là ce que cette personne dit n'est pas totalement vrai, peut-être qu'il faut que je vérifie l'information. Que voilà, ça reste une personne individuelle qui dit quelque chose, c'est pas forcément vrai. Donc, en fait, pour toi, les réseaux sociaux, pour toi, il faudrait l'interdire. Ça peut pas être bénéfique. On peut pas imaginer, peut-être, comme tu disais, on peut pas le reprendre à soi. Peut-être tel que ça a été construit, non. Je suis d'accord avec elle pour les enfants. Concrètement, quand on voit les dégâts que les réseaux sociaux peuvent faire sur des adultes. Il y a des suicides chez les adultes. Il y a le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est quelque chose de violent. Il faut être très solide quand vous avez une vague de personnes qui se jettent sur vous et qui se mettent, des personnes qui disent des choses qui sont inexactes. Ça peut vous rendre, vraiment, vous pouvez dérailler. Et si vous appliquez ça sur des enfants, ça peut être compliqué. Maintenant, le rapport enfant-sport, il y a pas de questions à se poser. Il y a plus de questions à se poser, en tout cas, sur les enfants, sur le MMA avec les enfants aujourd'hui, parce que, à partir du moment où le ministère de tutelle a regardé quelles activités on faisait, quel programme on avait pour les enfants, ça, c'est une APS, activité physique et sportive. On sait que ça développe tout, la motricité, l'endurance, la coordination, la souplesse, tout ce que vous voulez, avec la socialisation, c'est quelque chose de... il faudrait qu'il y ait plus de messages d'éducation pour que les gens comprennent largement l'OMMA. Oui, mais comme l'a dit Cynthia, ça dépend du feed, ça dépend de ce qu'on scrolle, c'est ça le problème. C'est ce que je vais essayer de faire là. Ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, c'est de dire à Cynthia, l'approche qu'elle a eue du MMA, c'est quelque chose de brutal et qui n'est pas la représentation, même pas les 1% de la représentation du MMA. C'est comme si je voulais vous présenter la Formule 1 et que je vous amenais une compilation des accidents de Formule 1. Alors que si je veux vous présenter la Formule 1, je vous dis, venez avec moi à la foire du trône, je vous fais faire déjà les autotamponneuses. Quand vous avez fait les autotamponneuses, je vous amène au 24 heures du Mans ou... Non, ça c'est très loin déjà. Ouais. On va faire du kart déjà. Ah ouais, du kart. Ouais. Du karting déjà. Et ensuite, vous prenez la forme. Ensuite, on va faire Formule 3000. Et éventuellement, un jour, on va faire Formule 1. Et dans le Formule 1, je vais vous montrer ce qui se passe en compétition, mais pas une compilation des accidents du sport. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le MMA démarre avec des enfants à 4 ans, avec un programme où il n'y a pas de percussion, pas de clé de bras, pas de strangulation. On est à la touche et on est sur des jeux de forme. On a des formes physiques où on va commencer déjà juste à pousser, tirer, bouger, en attendant que la mémoire d'un enfant devienne surexclusive. Parce qu'à moins de 7 ans, ils ont ce qu'on appelle une mémoire surinclusive, où ils ont du mal à avoir 3 commandes à la fois. Courir, sauter, bouger, ils peuvent pas tout faire. Donc on attend un peu que ça se développe. Donc si vous voulez aujourd'hui, ils vont passer à un niveau les minimes.
les juniors. Il y a tout un programme où on va dire, OK, telle technique n'est pas permise à tel moment, telle technique n'est pas permise. On sait comment, on a vraiment fait les preuves dessus. On a, ce qui est bien avec le programme français, c'est que c'est l'un des programmes les moins permissifs au monde en termes de sport. Pour être éducateur sportif, il y a un article de loi qui vous donne une obligation de formation. Donc c'est intéressant parce que c'est pour ça que c'est ce que tu expliques, c'est que finalement pour ce que voit sur les réseaux Cynthia, finalement c'est vraiment même pas la pointe de l'iceberg de ce que représente le sport. Qu'est-ce que tu penses, Sylvie, toi, des influenceurs qu'on a dans notre communauté qui sont un peu sur quel type de représentation? On dit que souvent c'est très souvent le divertissement. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Je pense que toi aussi, tu as une chaîne ou quelque chose comme ça. Alors non, au contraire. Moi, j'évite d'être sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je suis comme un boucher végétarien, en fait. Donc, c'est un outil de travail. Souvent, avec les personnes et mes collaborateurs, effectivement, on leur donne des tips et des techniques. Mais moi, personnellement, j'y suis pas. À l'heure où on tourne la vidéo. Après, là, les choses peuvent changer. Je peux être dans l'obligation de m'y mettre pour continuer certains business. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tout dépend de l'idée dans laquelle on s'y met. C'est-à-dire, si je vais sur les réseaux sociaux pour faire le buzz, pour de la popularité, parce que j'ai un besoin, un manque de confiance en moi, ou un besoin d'appartenance ou de reconnaissance, ou quel que soit le besoin, à partir de là, je vais le faire en cherchant à plaire aux autres. Et malheureusement, comme on a pu le décrire pendant toute l'émission, certaines choses qui plaisent aux uns ne plaisent pas aux autres. Et la grande majorité des gens aiment les besoins les plus primitifs. C'est-à-dire, on connaît la sexualité, la violence, etc., la bagarre. Donc, je termine. Donc, certaines personnes cherchant le buzz vont donc se mettre en avant sous cette forme-là. Le divertissement, l'amusement, se moquer des gens, etc. Par contre, si vous mettez sur les réseaux sociaux avec un objectif précis, je veux éduquer sur les finances, je veux éduquer sur le sport, je veux éduquer sur le bien-être, je veux véhiculer un message sur telle ou telle thématique. Là, vous prenez un autre angle parce que vous le faites avec un autre objectif. Donc, je pense que c'est ça qui fait que les personnes qui se mettent sur les réseaux, avant tout, le font parce qu'ils ont besoin du regard des autres et l'amour des autres, et pas forcément parce qu'ils poursuivent un projet précis. Et le problème, c'est qu'on peut commencer dans cet objectif-là et être vite pris. Comme la politique. Être vite comme la politique, pris on commence avec parce que ce besoin de plaire et de reconnaissance, en fait, on l'a tous. Donc on risque de tomber dedans et en plus les réseaux sociaux font en sorte qu'on tombe dedans. Par exemple, quand on voit des petites notifications rouges avec des cœurs pour dire les gens m'aiment, et ça crée quelque chose. Ils l'ont étudié et c'est fait pour. C'est une forme de dopamine. C'est ce que crée le cerveau humain. Bien sûr, faut pas se méprendre aussi. Quand vous entrez dans un business, c'est pour ça que moi, quand j'ai fait une petite recherche un peu sur vous, j'ai apprécié la façon dont vous analysez votre business, parce que les réseaux sociaux, c'est quoi leur business? C'est vendre du temps de votre cerveau. Ouais, prendre de notre énergie. Leur truc, c'est vous attirer le plus longtemps possible pour que eux puissent soit passer des publicités, soit modifier ce à quoi vous pensez. C'est ça leur business. En utilisant la psychologie. Voilà, j'y reviens. Voilà. Bien sûr, en utilisant la psychologie, plein d'autres techniques. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que une personne qui, imaginons, je suis chez moi et j'ai des soucis avec mes parents, j'ai des soucis avec ma femme, ou je suis pas équilibré émotionnellement parlant, et j'ai besoin de l'amour des autres. On a tous besoin d'amour, mais des personnes fragilisées ont plus besoin de l'amour des gens que des personnes qui sont équilibrées. En tout cas, de la validation des autres. Là, voilà, pas forcément d'amour, mais surtout, il faut faire attention de ne pas être dépendant de l'hétéro-validation. C'est très dangereux d'être dépendant de ce que la valeur de ce que les autres vont vous donner. Vont penser de vous. Mais c'est vrai que c'est très important ce que tu dis. Et c'est vrai que ça me rappelle quand on était jeune, quand on allait par exemple en boîte de nuit, on avait souvent tendance à dire ceux qui sont en boîte de nuit, on avait tendance à les critiquer. Et au final, à un moment, tu te retrouves avec un besoin. Mais moi, si je cherche un homme ou si je cherche une femme, finalement, je vais devoir aller là où est mon marché en fait. Et donc, je vais aller en essayant de me sentir différent des autres. C'est vrai que ce qu'on essaie de faire avec les funérailles des tabous, en fait, on essaye aussi de montrer l'excellence, on ramène l'excellence, on voit un nouveau portrait finalement de cette excellence. Et je vous invite vraiment en commentaire aussi à être assez actif, à nous donner de la force, parce que c'est pas facile, on va à contre-courant et on essaie de vous donner du contenu intéressant. Mais en vous abonnant surtout.
Oui, parce que ça vous permettrait, si vous mettez la notification, déjà de savoir quels sont nos prochains invités en amont, et en plus à donner beaucoup plus de crédit, parce que vous êtes 64% à peu près à nous regarder, mais en vous abonnant, vous donnez la force qui nous permettront d'inviter ceux que vous nous suggérez en commentaire. Et vous travaillez sur l'algorithme. Ouais. Ouais, c'est très important. Et puis nous, ça nous renforce à cette idée d'aller contre-courant et de vous ramener de la qualité. Et c'est vrai que, comme tu le disais, moi, ce que j'aimerais aussi, parce qu'on peut pas se passer de réseaux sociaux. Moi, je sais que j'ai essayé, par exemple, dans mon activité en tant que prof de maths, et on m'a dit, à un moment, on m'a dit, mais c'est pas intéressant, c'est trop. Et donc j'ai essayé de la touche marrante. J'ai essayé même, vous savez, des fois, vous mettez un contenu un peu sérieux, après un contenu un peu délirant. J'ai même essayé le contenu sérieux, je mets une photo pas sérieuse et je vois la différence, etc. Et c'est vrai que des fois, quand vous voulez vous adapter, ça vous force un peu à... Mais toi tu as dit que t'es prof de maths? Oui, sans faire exprès, oui. Mais est-ce que tu le fais pas aussi parfois en classe avec tes élèves? D'essayer justement de les motiver, parce qu'en fait, ça peut être un peu rébarbatif ou un cours magistral comme ça. Non, alors moi, je suis tout sauf... mes élèves, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel type de prof je suis. Mais pourquoi je dis ça? Moi, j'adore créer de l'interaction. Et surtout, quand vous travaillez avec les enfants, il y a toujours ce conditionnel, il y a toujours cette possibilité. On peut mettre une petite graine chez eux et en faire des champions de MMA. On est magicien finalement. Et moi, j'adore ça. Et je les fais participer, je les fais sortir finalement du conditionnement dans lequel on essaie de les mettre. Et ça, c'est très, très important. Et je pense que les réseaux sociaux, et c'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis, est-ce que c'est que négatif, finalement? C'est pour ça que j'ai essayé un peu de vous titiller dessus. Est-ce qu'il y a des manières de le transformer en positif? Juste pour notre communauté aussi. C'est bien d'utiliser aussi les émotions, c'est-à-dire, par exemple, l'humour. T'as parlé de mélanger le contenu sérieux avec des choses un peu plus humoristiques. Mais pourquoi pas? En fait, je vois pas le mal. Je vois pas pourquoi on devrait être... comment dire, un terme qui ne soit pas vulgaire. Je vois pas pourquoi on devrait être ennuyeux. Ouais. En fait, c'est pas parce qu'on fait du contenu sérieux qu'on veut éduquer qu'on doit être ennuyeux. Protocolaire. Ouais. Non, je comprends. Et est-ce que tu vois aussi autre chose? Comment on pourrait peut-être utiliser cette arme d'une autre manière, ou je sais pas, et surtout pour la communauté, comme tu mentionnais? D'accord, c'est une question assez large. Précédemment, on a parlé des enfants sur les réseaux sociaux. Je partage tout à fait. Leur cerveau n'est pas encore totalement construit. Puis aussi, il y a justement la construction, la sociabilisation. Réseaux sociaux sont pas des réseaux sociaux. D'accord, c'est un terme vraiment galvaudé, malheureusement, qui détruit plus les liens sociaux qu'il n'en crée. Donc pour les adolescents et les enfants, c'est très dangereux. Donc les parents, faites attention à ça. Je pense que l'être humain fonctionne par mimétisme. C'est-à-dire que on reproduit ce que l'on voit dans notre environnement. Donc mes parents, mes oncles, le voisin qui je vois à la télé, les influenceurs que je suis font ça, donc je vais faire ça indirectement à ma sauce. On fonctionne par mimétisme. Je pense que pour la communauté afro, parfois, quand il n'y a pas forcément de repères ou de modèles à suivre, on crée les siens. On crée ses propres modèles. Et parfois, si on n'a pas les bons objectifs, on n'est pas forcément aligné. Donc, pour être concret, je pense qu'on devrait, de temps en temps, parler entre nous, comme ce qu'on fait dans les funérailles des tabous, et se dire, voilà, comme on a eu au début dans la discussion, on n'était pas d'accord. J'estime que quand on est dans un pays où notre communauté est minoritaire, quand on agit, on représente même si on n'est pas d'accord. Donc, des fois, on devrait se mettre ensemble et se dire, est-ce qu'on trouve que c'est cohérent ce qu'on met en avant? Notre narratif, il est valorisé ou pas? On discute entre nous. Oui, mais certains influenceurs je termine, comme ça on peut se mettre, on se met des codes et on se dit, voilà, on essaie d'aller dans ce cahier des charges-là. Ou sinon, je dis, non, votre histoire de machin, ça me regarde pas, je fais mon chemin tout seul. Mais au moins, on s'est construit ensemble. On sait que demain, quand je vois une femme noire qui fait certaines choses, même si je sais que cette femme-là ne représente pas les femmes noires, indirectement et inconsciemment, je vais quand même le penser. Donc, est-ce qu'on peut pas discuter ensemble de ça? Mais tu penses que tous les Noirs vont, parce qu'on s'est concerté, tous les Noirs vont se dire, allez, on va respecter. Non, mais au moins, bien sûr que non, il faut pas être utopique. Attends, je termine. Mais au moins, ceux qui en auront discuté. C'est la même chose. On peut pas plaire à tout le monde. C'est faux.
Au moins, ceux qui en auront discuté, ils vont créer un mindset, et les autres qui chercheront des modèles comme ça, parce que des fois, on cherche des modèles, on cherche des gens à qui s'inspirer, on les trouve pas. On nous montre que des gens dans des stéréotypes, et indirectement, on reproduit ces stéréotypes-là parce qu'on n'a pas de modèle inspirant. Donc peut-être on peut y réfléchir. Oui, justement, c'était justement ça, c'est là où j'allais rebondir, c'est que on a l'impression que ceux qui prédominent, ce sont ceux justement qui sont beaucoup plus sur le divertissement, qui sont beaucoup plus sur des vidéos qui parlent de choses vulgaires et donc c'est ça, du moins celles qui sont les influenceurs beaucoup plus. Je comprends ta question, j'ai déjà eu ce débat-là avec d'autres personnes. Il faut pas croire que c'est propre à la communauté afro. Voilà. Dans toutes les communautés, non, mais je vais développer parce qu'après la communauté afro, on a un devoir à faire. Dans toutes les communautés, c'est forcément les besoins primitifs qui vont aller de l'avant. C'est l'enjaillement, c'est voilà les rapports hommes-femmes, la drague, etc. Voilà, c'est ce qui va aller en premier. Sauf que derrière ça, il y a la société qui va mettre en place ce que ne fait pas la société afro. C'est-à-dire que la société européenne, ils vont pousser des influenceurs qui mettent des contenus valorisants, positifs pour la communauté. Ils vont les financer. On n'est pas au courant. Ils vont les financer. Ils vont mettre en place des choses. Ils vont leur donner des lieux. Ils vont faire des choses. Ils vont les mettre en avant. Alors que dans la communauté afro, il y aura le divertissement et à côté, il y aura, je suis un sportif, je vais pas crier dessus, mais on va mettre les sportifs. On va mettre les rappeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on sera enfermés dans ça parce qu'on n'a pas de modèle, on n'a pas une structure. Par exemple, c'est pour ça que je big up Funérailles des Tabous. On n'a pas une structure qui va dire, voilà, j'ai mis un cadre pour vous, venez. Vous n'avez pas les moyens, mais c'est nous, venez et faites votre contenu. On le valide, on le met devant. On le valide pas, on vous met pas devant. Aujourd'hui, quand même, il y a des célébrations afro qui existent en France. Il y a déjà des influenceurs. Après, je reprends, je suis pas dans la contradiction de ce que tu dis, juste dans la continuité. Mais on a des influenceurs qui vulgarisent aussi notre histoire. Par exemple, Sally, où il va y avoir Histoire crépue, ou la grandeur noire. Il y a aussi la flamme. Et ça, les flammes, c'est une cérémonie qui est justement sur... je mettrais pas les flammes au même niveau. Non, mais je parle de comprends. vulgariser, ou du moins démocratiser un peu ce qui, même s'il peut avoir plusieurs communautés et autres. Sauf que ces personnes-là, ce sont des champions. Ce sont des champions. Justement, tu as raison de le dire, ce sont des champions. Mais ils se sont faits dans la difficulté. Non, alors que dans d'autres communautés, ils sont arrivés, j'ai un projet, boum, 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 les feux des projecteurs. Et ils nous font croire qu'ils sont partis de zéro. Oui, c'est ça qui est un petit peu qui fait qu'on a l'impression que de voir des personnes stéréotypées. Mais justement, les réseaux sociaux, ça permet aussi de dépasser ce plafond de verre. Finalement, parce que la société va mettre en avant les personnes blanches en priorité, peut-être sur les plateaux télé, etc. Mais par contre, à travers les réseaux sociaux, là, on a la possibilité de se mettre tous en avant et de mettre en avant la diversité des profils qui nous constituent. Justement, lorsque Fernand Lopez, tu nous parles de ton parcours, on entend que t'es pas juste resté cantonné dans ta communauté. Tu parlais de tes deux meilleurs amis, Benjamin Sarfati et autres. En fait, c'est de la diversité, comme on a pu recevoir Ibrahima Sissoko, justement, qui a été un invité aussi, qui a exprimé son parcours. On parle sur l'émission de notre communauté parce que c'est important, comme tu l'as souligné, il le faut, mais aussi entendre que c'est la diversité aussi qui a permis à ce que tu mettes des stratégies en place et que tu sois très procédurier, mais tu t'es entouré de l'ensemble. Mais là, effectivement, le souci étant que quand même, il y a certains influenceurs qui l'ont dit, qui l'ont articulé, ils peuvent mettre des vidéos où ils sont divertissantes. Et lorsqu'ils essayent d'intellectualiser une ou deux vidéos, l'audience n'est pas la même. Donc c'est quand même un fait. Après, non, mais les réseaux sociaux, ils ont des techniques aussi. Il faut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Je vais partager la parole avec les autres, mais il y a des manières de faire aussi. Oui. C'est-à-dire? Mais je ne sais pas. Quand vous faites une chaîne sur la cuisine, vous avez votre storytelling, vous avez votre branding de marque, vous avez les messages, et vous avez votre audience qui s'attend à entendre de la cuisine. Vous venez avec des messages politiques. Vous avez raison. Mais sauf que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Parce que votre audience s'attend à avoir des messages de cuisine. Et votre algorithme est orienté sur des messages de cuisine.
À ce moment-là, c'est même contre-productif, parce que à la base, vous véhiculez un message qui est contradictoire avec votre charte éditoriale, donc ça crée des problèmes. Votre audience même se dit, ah ouais, je pensais pas qu'il pensait ça, hein, et ceci et cela, et ça crée un engouement, et vous êtes déçu parce que vous n'avez pas le résultat escompté. Mais il aurait fallu peut-être créer un autre canal, inviter ceux de ce premier canal-là, et leur dire, ben justement, je vous invite à me suivre sur une autre chaîne ou sur un autre compte, parce que j'ai envie de parler de ça avec vous. Et vous restez sur votre truc de cuisine. Ou à la rigueur, je termine en disant, vous parlez de politique sous la sauce de la cuisine. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut rester dans la niche que vous avez choisie. C'est les réseaux sociaux fonctionnent comme ça. Ça fait sens, oui. Tu voulais dire quoi? Ça dépend de quelle manière on se positionne, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tu peut-être que tu mets en opposition le contenu dit sérieux, c'est-à-dire, je sais pas, la littérature, le savoir, etc. C'est moins mis en avant que le divertissement. Alors ça, je pense que c'est pareil partout, hein, parce que même dans les médias mainstream, par exemple, une émission qui est très intéressante comme La Grande Librairie a fait moins de vues que TPMP ou ce genre de choses. Donc c'est pareil à tous les niveaux. Mais il y a aussi, il faut savoir utiliser les codes, je te rejoins, il faut savoir utiliser les codes des réseaux sociaux pour vulgariser le savoir, pour le rendre intéressant, pour dynamiser un petit peu et pas faire un contenu trop... Alors, il y a aussi une chose, et tu l'as dit, hein, Célis, il faut pas être naïf non plus. Moi, j'ai souvent tendance à dire, ça sert à rien de crier à l'injustice dans un monde injuste. Même au-delà, on comprend l'algorithme, on arrive à impliciter l'algorithme, etc. Il y a des garde-fous, on a pu le voir avec Trump quand il a utilisé Twitter, ça marchait tellement bien qu'à un moment on a dit on change les règles. On peut le voir aussi, il y a certains influenceurs qui font de la communauté, qui font du bon contenu, mais qui arrivent pas à faire de live parce qu'ils sont toujours signalés. Et donc il a une nécessité peut-être d'entreprendre, de créer des canaux indépendants, de contrôler d'autres réseaux sociaux totalement, hein. Il y a peut-être des choses à faire et on rentre toujours dans cette dépendance. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont pas les nôtres. Et donc il y a des stratégies à mettre en place. Ok, on a beau être un roi de la communication, je sais pas si c'est suffisant en fait. Je sais pas si c'est suffisant. Mais tu as parfaitement raison. Mais c'est comme si je vais au MMA Factory pour rester dans l'univers de notre invité et je dis mais je comprends pas pourquoi il y a du sol. Moi je veux qu'être debout. C'est les règles du MMA. C'est debout plus au sol. Donc il faut t'adapter. C'est si je vais en boxe anglaise, je dis mais je comprends pas pourquoi je peux pas faire des low kicks. C'est les règles. Donc, à partir de là, mais après c'est facile à dire, hein, je suis pas en train de jeter la pierre à personne, soit on crée notre propre réseau social, notre propre canal, nos propres médias comme ce qui est fait ici, pour pouvoir véhiculer notre propre message. Ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser les autres canaux, on va jouer leurs règles, mais on peut pas aller à contre-courant. On arrive dans un univers qui existe déjà, on veut changer les règles alors qu'on est tout petit. C'est aussi se voiler la face. J'ai l'impression qu'on on dérive un peu dans le sens où, de manière générale, dans toutes les communautés, toutes les sociétés, il y a des techniques, et les techniques, elles sont valables pour tout le monde. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce soit chez nous ou ailleurs, si vous avez envie de faire de la communication, entourez-vous de quelqu'un de communicant, un bon communicant. Enfin, je ne sais pas faire, je sais pas faire la coiffure, j'ai envie de faire un business en coiffure, je suis pas un expert en coiffure. Quand je dis je prends, ça veut dire que je m'adapte à mon niveau. Si j'ai les moyens, je le prends, je le paye. Si j'ai pas les moyens, je m'associe, comme on veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense qu'avant déjà d'y arriver, on a plein de choses qui pourraient... Alors moi, je suis partisan de l'effet papillon. C'est que ça ne me gêne pas si c'est juste une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est déjà ça, de dire... on a une puissance de communication. La communauté afro, elle est très puissante. Hein. Vraiment, vous le ressentez quand il y a des polémiques et quand il y a des histoires de la couette. Vous le ressentez sur les réseaux sociaux. On est très puissant. Moi, j'aurais dit très émotif. Voilà, quelle est la définition de la puissance? Parce que si notre puissance, c'est être sur les réseaux à faire des likes et des commentaires... Bon, mais quand je dis puissance, ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Être émotif, quand vous avez une communauté où vous pouvez vous retrouver avec des millions de personnes qui vont s'engager très rapidement sur une vidéo qui passe, ou sur une histoire, ou sur un nom, ou sur la gestion de poids d'une femme, et que ça va aussi vite,
vous dites, si jamais on avait Mais c'est ça. cette ça, orientation que les anglo-saxons font très bien, et même certains de la RDC qui le font très bien, quand un chanteur comme Fally chante au Congo, ils sont en autarcie, ils s'en sortent très bien parce qu'il y a 100 000 personnes au stade. Là où, dans d'autres pays, dans d'autres îles, vous allez avoir une très forte intervention pour savoir quel chapeau vous avez mis hier, mais au moment où vous allez vendre votre produit, vous n'aurez pas le même soutien. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est d'évangéliser un peu, chacun à son niveau, avec un petit message simple, en disant, quand vous avez l'occasion de donner un coup de main, vous avez une puissance. De la même manière qu'on dit tous les jours aux gens, venez voter, vous avez une puissance. On n'aurait pas cru que Donald Trump peut redevenir président. Mais il y a de la puissance. Chacun sa vision. Tu penses du coup qu'on peut intellectualiser sur les réseaux sociaux le MMA Tu penses que c'est quelque chose qu'on peut rendre beaucoup plus... Intellectualisé, il est déjà intellectualisé. Enfin, sérieusement, enfin, je le trouve très intellectualisé, mais c'est comme tout. Ça veut dire que si aujourd'hui on parlait d'électronique et que vous rencontrez quelqu'un qui ne veut pas intellectualiser l'électronique ou l'électrotechnique, il vous parlerait d'une ampoule et il ne saura pas dire le filetage, il ne saura pas parler technique. Et puis à côté de ça, vous allez voir d'autres personnes qui vont vous parler de la programmation pneumatique, qui vont vous parler de la programmation sur enfin, c'est chacun à son niveau. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que je sais pas ce que vous entendez par intellectualiser. C'est par exemple tout à l'heure, c'est ce que j'allais dire. Tout à l'heure, lorsque je dis intellectualiser, c'est plus expliquer le cheminement. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé des enfants de 4 ans, on en fait ça, et on l'explique jamais, à part si on inscrit son enfant en cours, c'est dans ce sens-là. Effectivement, c'était juste pour appuyer ce que tu disais, que sur les réseaux sociaux, on ne voit que l'agressivité et la violence. Si je pourrais rajouter aussi, un combattant d'aujourd'hui se dit que je vais réussir plus vite en faisant du trash talk ou vous savez, pour ceux qui connaissent pas dans le MMA, et puis vous pouvez aussi compléter, hein, mais quand on présente les combattants, il y a une sorte de stare down. Comment ça s'appelle? Stare down, face à face. Exact, le face à face, exactement. Et on se regarde, et la majeure partie des personnes s'attendent à ce qu'il y ait un petit peu une levée d'émotion, d'énervement, etc. Certaines personnes pensent que pour réussir rapidement dans le MMA, il faut faire parler de soi, il faut faire du trash talk, il faut être violent quand on fait le face-à-face, il faut montrer qu'on est méchant, etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu peux apporter avec ta vision par rapport à une personne qui souhaiterait justement faire du MMA, qui se dirait, bon, mais j'ai pas envie de percer dans 5 ans parce qu'il va falloir attendre que je me fasse un nom, etc. Je vais faire une petite vidéo, je vais insulter un tel, on va se battre, j'espère gagner, et puis voilà, je monte en notoriété. Je vais revenir dessus. Je termine sur l'idée de comment intellectualiser. Ce que je veux dire, c'est que très sincèrement, il y a déjà des contenus sur la vulgarisation. En ce moment où je suis en train de vous parler, il y a un championnat du monde amateur de MMA qui se passe quelque part avec une centaine de pays différents. D'ailleurs, je passe mon salut à Bafodé qui va faire la finale tout à l'heure de son championnat du monde. C'est un jeune de ma salle. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que MMA amateur veut dire ils ont des protections. Il n'y a pas de stare down, il n'y a pas de classe, enfin, c'est ça, c'est des jeunes qui vont au niveau international, mais ils restent amateurs. Il y a tout sur Internet. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre algorithme vous trompe parce qu'il vous ramène un clash que vous avez vu une fois. Vous n'avez pas constaté que vous l'avez regardé 2 fois. L'algorithme a retenu et il pense que vous aimez ça. Donc, le jour où Cynthia va cliquer sur
un modèle éducatif de MMA quelque part, elle va être éblouie par le nombre de contenus qui existent. On a une salle de MMA qui est située boulevard Poniatowski dans le 12e. On a quasiment 300 enfants de 4 ans jusqu'à 15 ans qui viennent faire de l'éducatif avec des très bonnes valeurs. Donc c'est toujours ce que vous avez qui vous trompe. Ça c'était pour parler du côté intellectualisation. Il y a vraiment des vraies explications dessus qui rassurent tout le monde et qui sont connues. Il y a aujourd'hui un programme de grade de MMA où on est obligé de passer par là pour pouvoir évoluer avec un canevas qui nous indique où on va. Et du coup, je reviens sur Question de Silis. voilà, où je ne me c'était quoi déjà le C'est pour un jeune combattant, est-ce que c'est mieux de faire du trash talk, je reviens etc. dessus en disant que il ne faut pas s'attarder dessus. De manière naturelle, la sélection naturelle dirige les gens vers où ils vont. En tant qu'agent, mon rôle, c'est de conseiller les athlètes et les façonner dans leur manière d'être et dans ce qui ressemble à ces personnes-là. Le conseil que je peux donner générique, c'est de dire soyez vous-même, soyez authentique. Si vous êtes quelqu'un de taquin, vous êtes quelqu'un de provocateur, soyez vous-même. Si ça vous va, tant mieux. Ce qui serait très compliqué, c'est de mentir à soi-même et d'être quelqu'un d'autre alors qu'on ne l'est pas. C'est que moi, en tant qu'agent et entraîneur, des fois, vous avez la responsabilité de donner des surnoms. Donc, quand Cyril Gane arrive chez moi, je l'appelle d'abord, je le surnomme Babyface. Parce que je trouve que c'est un mec qui peut infliger de la violence, mais il est beau gosse. Donc je l'appelle Babyface. Et puis on joue, on se dit bon, c'est un peu anglais, mais on peut trouver quelque chose. Et je vois qu'il a un tatouage sur la cuisse parce qu'il avait un shot, on discutait, je vois Bon Gamin. Je dis mais c'est quoi Bon Gamin? Il me dit bah c'est mon crew, c'est un groupe de jeunes avec lesquels on était jeunes, on faisait de la musique et ça s'appelait Bon Gamin. Je lui dis, est-ce que tu penses que c'est une marque qui peut te céder? Est-ce que tu penses que tes amis comprendraient que ça devienne ta marque? Il me dit, oui, normalement, je dois discuter avec eux, mais ça devrait passer. Et je lui dis, bah, je te conseille de t'appeler Bon Gamin. Parce que... on a une anecdote, enfin, que ça représente. Voilà, parce que ça sied vraiment à ta personne. Dessus. C'est toi, pile poil. Il faut, par exemple, Francis Ngannou, je lui ai proposé de s'appeler Predator. Parce que il aime beaucoup le cinéma, Francis. Il avait des cheveux en lorsqu'il tombait à l'époque. Ça matchait avec son côté prédateur. Donc, si vous voulez, je conseille juste aux gens, soyez vous-même. Si vous faites le fake parce que vous voulez mettre de la pression à l'adversaire alors que c'est pas vous, votre subconscient va vous faire paniquer à un moment donné parce que vous saurez dans votre subconscient que vous n'êtes pas vrai. Vous saurez à un moment donné quand ça va être dur dans la cage et que vous êtes en train de vous faire violenter, vous aurez pu remonter la pente si vous étiez bien, mais vous avez pensé j'ai péché tout à l'heure, j'ai été fake. C'est ce que je paye peut-être là à un moment donné. Merci beaucoup, Fernand. Du coup, Silis, maintenant, il y a la réponse, hein, parce qu'on voit que c'était pour toi le conseil. On a tous compris. On va commencer à, on va commencer à conclure. Jean, mais je viendrai avec Silis dans ta salle. On va essayer de conclure. On va faire, alors, tes derniers mots, en fait, sur la gestion des réseaux sociaux. Gestion des réseaux sociaux. Non, mais bon, tu peux répondre aussi, puisque... Pour finir. Compliqué, là. Du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit l'intervenant. Restez vous-même, soyez vous-même, ayez un objectif, d'accord. Dans un premier temps, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux parce que vous avez une carence affective, ou est-ce que vous y allez vraiment avec un projet professionnel? Sinon, dans l'ensemble, fédérons-nous, construisons, discutons entre nous, mettons en place des cahiers des charges. Comme ça, on sera tous d'accord sur ce qu'on met en avant et puis on restera nous-mêmes. Merci, Silis. Cynthia? Moi, je suis d'accord. En fait, je vous rejoins sur le fait de rester en accord avec ses valeurs, ce qui peut être compliqué, hein, parce que là, on le dit, oui, restez vous-même, etc. C'est facile à dire. C'est pas facile. Mais je pense qu'on peut vite tomber dans le piège de ce besoin de reconnaissance et de validation et d'amour des autres. Mais en le sachant, on y est déjà préparé un petit peu plus, donc on peut mettre en place les stratégies nécessaires pour éviter de tomber dans ce piège. Merci Fernand, vous avez passé un bon moment? Excellent moment. Est-ce qu'il y a un mot pour terminer tout ça? Simplement dire à chacun que il y a une manière, on a une arme. Les réseaux sociaux, c'est une vraie arme.
Tout dépendra de comment vous l'utilisez. Vous pouvez l'utiliser de manière malveillante ou vous pouvez décider de donner le coup de pouce à votre personne que vous aimez, à votre voisin, à votre collègue, à ce que vous voulez. Mais sachez que vous avez un vrai pouvoir. Quand vous allez marquer votre clic, quand vous mettez votre commentaire, quand vous mettez un like, vous faites un pouvoir, vous aidez la communauté. Super. Merci beaucoup. Mais justement, Ouais. n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Et des clics. Sur le moment, ouais, aussi de nous dire ce que vous avez pensé. Si vous avez des écoles MMA si vous connaissiez, nous inviter, l'âge à laquelle vous avez commencé à vous connecter. On vous remercie de nous avoir suivis. Alors n'oubliez pas surtout de vous abonner. Vous êtes plus de 64% à regarder la chaîne sans vous abonner. Comme disait Fernand, donnez-nous un pouce, soutenez-nous. On essaiera de tenir notre engagement, de ramener l'excellence dans les funérailles des tabous. On a un autre rendez-vous, sûrement avec Silis. On va se retrouver dans la salle de Fernand pour être les nouveaux champions de MMA. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. C'était chaud.